Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 6 juin. Monaco termine à la 4e place des Jeux des petits États d'Europe. Les sportifs monégasques ont remporté 33 médailles. Une fierté pour le pays et pour le comité olympique monégasque. Yvette Lambin-Berty sera à nos côtés pour faire le grand bilan de cette compétition. Cap dans ce journal sur la toute première édition de la Mounegou Cup qui a réuni de nombreux écoliers de la Principauté. Son but, promouvoir la pratique du sport et ses valeurs. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, la mission pour la transition énergétique a donné justement une mission aux Monégasques, devenir acteur du changement. Les clés pour y parvenir dans quelques instants. Dans la même lignée, le Green Shift Festival va réunir du 7 au 10 juin de nombreux acteurs majeurs de l'écologie pour trouver des solutions aux grands enjeux des transformations climatiques. Cet événement d'un nouveau genre sera d'ailleurs gratuit et ouvert à tous. Et pour clore ce journal, nous vous emmènerons au cœur de la 7e édition de YouPens. Les artistes sont, vous le verrez, en plein travail à 24 heures de la grande vente aux enchères. Partie intégrante du plan national pour le logement adressé aux Monégasques, les travaux de la future villa Carmela poursuivent leur cours et se rapprochent petit à petit de leur terme prévu pour début 2024. Bâtiment novateur et éco-responsable, matériaux 100% bois, méthode de construction canadienne. Anaïs Riu vous présente les particularités de ce projet du gouvernement princier. Reportage. C'est une grande première en Europe. Le défi de construire sans grue a été lancé en septembre dernier sur le sol monégasque, et ce dans le cadre du projet novateur et éco-responsable de la future villa Carmela dans le quartier de la Rousse. Un défi réalisable grâce à la technologie canadienne Umbrella qui, à l'aide d'un monte-charge et un mur de protection, permet aux ouvriers de construire le bâtiment étage par étage avant chaque levée du bloc, sans jamais être exposés aux intempéries ou de nuire au voisinage. L'idée principale, c'est de construire une dalle à 80 cm de hauteur, de la lever avec un système de vérinage que vous voyez autour de vous, et de dessous de mettre des pieds et reposer tout le plancher. C'est-à-dire qu'en fait, on construit, on monte et on cale dessous. Et on conserve le système Umbrella, il ne fait que monter, il ne pourra jamais redescendre. Le système Umbrella a nécessité une adaptation et une gestion des aléas plus importante qu'imaginée, dans la mesure où effectivement, novateur étant le système et la conjugaison des deux, nous avons dû effectivement recaler un certain nombre de tâches et replanifier la réalisation, le calendrier de réalisation de l'opération. Donc aujourd'hui, on a acté environ un décalage de 3 mois qui nous amène effectivement à ce que cette opération soit livrée en début d'année 2024. Le procédé de construction Umbrella s'est donc rapidement montré comme une évidence pour répondre aux valeurs environnementales du gouvernement, qui a également fait le choix d'une structure entièrement composée de bois pour cette tour d'habitation qui accueillera prochainement 25 foyers monégasques. Les Jeux des petits États d'Europe se sont terminés ce week-end. Monaco a pu remporter dans ses valises 33 médailles et termine à la 4e position devant des pays comme l'Islande, Saint-Martin ou encore le Monténégro. La secrétaire générale du comité olympique monégasque est présente avec nous ce soir. Bonsoir Yvette Lambin-Berty. Oui, bonsoir. Après une semaine intense de compétition, l'heure est en effet au bilan. En remportant 33 médailles, les sportifs monégasques ont fait honneur aux couleurs de la Principauté, on peut le dire. Je dois dire qu'en effet, c'est une réussite. Ces Jeux, c'est exceptionnel. Sur la totalité de nos participants, un athlète sur 3 est médaillé. Sur les 10 disciplines, c'est la natation qui a obtenu, je crois, le plus de médailles. C'est vrai que les nageurs de Michel Pou ont été très prolifiques durant ces Jeux. Dans toutes les éditions, les nageurs ont toujours eu de bons résultats, mais cette année, le relais est pris par rapport à l'année dernière sur une jeune fille qui est Julia Viakava, qui a remporté à elle seule plusieurs médailles d'or et plusieurs médailles de bronze. Voilà, et donc au fond, c'est l'illustration aussi de ce qui se passe dans leur journée, dans leur vie de scolaire, mais aussi grâce aux dispositions des classes sport élite, où ils peuvent s'entraîner 2 fois par jour tout en menant leurs études. Et là, on voit que, en l'occurrence, Julia a 16 ans, donc elle correspond en fait au profil de ces jeunes qui sont dans ces classes. Voilà.
Monaco, on le disait, termine à la 4e position donc de ces Jeux. C'est vrai que les résultats enregistrés sont la preuve, je suppose, des efforts accumulés depuis des années. Et finalement, ça laisse surtout augurer de très belles promesses pour l'avenir. C'est le résultat d'un grand travail qui a été fait par les fédérations, mais avec l'aide du gouvernement, bien sûr, pour pouvoir disposer de toutes les installations pour s'entraîner. Et là, nous avons quand même des éléments qui sont de générations différentes. Donc il y a toute la génération des jeunes qui sont arrivés et qui sont performants, et il y a aussi des générations d'athlètes qui ont déjà participé plusieurs fois aux Jeux et qui ont cette fois-ci fait des médailles d'or, notamment en tir. Et donc ça, je crois que ça illustre bien le mélange des générations qui est aussi l'essentiel de cette communauté qui se constitue et qui se crée et qui pendant la semaine vivent ensemble et surtout se soutiennent, s'encouragent et s'identifient les uns aux autres. Le prince Albert II insiste souvent sur la vitalité du sport à Monaco et la délégation monégasque présente à Malte en a été le reflet. Je suppose que c'est pour vous une grande fierté. Je ressens effectivement de la fierté, mais aussi de la reconnaissance. De la reconnaissance pour tous ces athlètes qui, chacun dans leur discipline, dans leur vie, consacrent du temps à faire du sport à un haut niveau. Et ça, je crois que c'est un sacrifice, mais c'est aussi un plaisir. Donc pour moi, c'est la satisfaction aussi d'une longue politique qui a été menée depuis des années par le prince pour pouvoir permettre aux sportifs d'être compétitifs et d'aboutir à la capacité d'avoir des résultats. En 2025, c'est Andorre qui accueillera les Jeux, suivi par Monaco en 2027. C'était arrivé déjà 2 fois, en 1987 et en 2007. Pour nous, ce sera la 3e organisation de ces Jeux. C'est un objectif particulièrement important parce qu'il va permettre d'accueillir nos amis des autres petits États dans des conditions, je l'espère, excellentes, puisque nous avons des sites exceptionnels et que nous sommes déjà un peu rompus à cet exercice, puisque c'était en 2007 que nous les avons organisés, et c'est assez, même si ça fait 20 ans, ça reste encore bien clair dans nos mémoires. On va essayer d'améliorer l'organisation et tout le monde est déjà sur les rangs pour essayer de la préparer dans les conditions les plus optimum. Dernière question, je profite effectivement de votre présence pour aborder cette journée olympique qui sera célébrée à Monaco ce vendredi 9 juin avec des scolaires de la Principauté. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'est la journée olympique, c'est traditionnel, nous l'organisons depuis des années et ce sont les élèves des classes de 8e qui vont s'affronter dans l'espace Saint-Antoine sur des exercices athlétiques dans un premier temps et après sur des courses en duo pour arriver au résultat final de cette matinée. Mais la journée olympique comprend cette année une 2e partie qui aura lieu le 15 juin. Elle aura lieu sur les terrasses du casino d'une manière un peu particulière et puis un peu solennelle parce que d'une part, nous profiterons de cette occasion pour rendre hommage au prince régnier, pour reconnaître toutes les dispositions qu'il a pu prendre durant son règne pour amener le sport au plus haut niveau en facilitant toutes les possibilités, aussi bien sur la qualité de l'encadrement des sportifs à l'école et dans les clubs, comme la création de toutes les installations sportives dans les établissements scolaires et en ville, sachant qu'il attachait un intérêt particulier à la jeunesse et à son devenir. Ça, c'est une première partie. La deuxième partie, à cette occasion, le comité olympique présentera le livre de monsieur Bernard Macario sur les premières Olympiades féminines qui ont eu lieu en 21, 22 et 23 et qui ont été l'initiative du prince Albert Ier avec la SBM. Merci beaucoup à vous Yvette Lambin-Berty. Encore une fois, félicitations à tous les athlètes monégasques qui nous ont fait honneur à Malte. Et merci à vous-même. On reste dans le domaine du sport et de la jeunesse puisqu'hier après-midi sur la pelouse du Stade Louis II, plus de 280 enfants de la Principauté ont participé à la première édition de la Mounegou Cup, un tournoi organisé par le Club du Rocher et la direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Un reportage de Juliette Rappert et de Jean-Alexandre Dordet.
Créée sous l'impulsion du président de l'AS Monaco, Dimitri Ribolovlev, et menée par la Direction nationale de la jeunesse et des sports, cette première édition de la Mounegou Cup a réuni plus de 280 élèves du CE2 de la Principauté dans le but de promouvoir la pratique sportive et mettre en avant les valeurs éducatives. On essaye toujours de dire oui, il y a le sport, bien sûr il y a les résultats, bien sûr il y a le tableau final, le vainqueur, tout ça, mais c'est pas que ça. C'est une manifestation de solidarité, de fair play. Et en ça, on était tout à fait en phase avec le club. C'est l'idée du président Ribolovlev qui voulait absolument faire en sorte que, quelque part, on crée des initiatives pour promouvoir le sport chez les jeunes. Et quoi de mieux que d'organiser une club de football pour les tout jeunes. 32 équipes mixtes, filles-garçons, des écoles de Fontvieille, Saint-Charles, FANB et Condamine se sont affrontées sur la pelouse du stade Louis II. Bien sûr, ce qu'ils adorent, je pense, beaucoup, c'est que tout au long de l'année, on leur dit surtout, vous foulez pas la pelouse, voilà, vous faites autour. Et là, on leur dit, mais allez-y, vous pouvez courir sur la pelouse. Donc rien que ça, déjà, pour eux, c'est avec leurs petits yeux de 8-9 ans, ils sont super ravis, quoi. On voit cette authenticité, cet enthousiasme chez les jeunes. Je crois qu'ils se sont très bien amusés. De toute façon, moi, je me suis bien amusé en voyant cet enthousiasme. C'est très réussi, j'en suis convaincu. Quand on a parlé aux professeurs, à tous les officiels qui sont là, tout le monde était ravi d'avoir fait ce premier événement qu'on va de toute façon répéter. Et en effet, la joie et l'envie étaient de la partie. J'ai marqué beaucoup de buts, mais c'est incroyable d'être sur la pelouse des pros. Je suis vraiment impressionnée. Oui, on a marqué beaucoup de buts et c'était très très difficile, mais on a quand même gagné. Et pour cette première édition de la Mounegou Cup, c'est l'école des Rêvoirs qui a remporté le tournoi et gagné le trophée du président remis par Ben Lambrecht et Enzo Couto, défenseur de l'AS Monaco. Des sourires qui font en tout cas plaisir à voir. Ce matin, à l'hôtel Le Méridien, le Rotary International présentait l'appel de Monaco pour un monde sans polio. L'objectif est de réunir 1,5 milliard de dollars pour éradiquer la poliomyélite, avec notamment 400 millions de vaccinations d'ici 2026. Très impliqué dans la lutte contre cette maladie qui touche essentiellement les enfants de moins de 5 ans, le prince Albert II est depuis des années un contributeur majeur à cette cause. Aujourd'hui, ce soutien sans faille s'exprime aux côtés de Jennifer Jones, la première femme élue présidente du Rotary International à travers donc cet appel de Monaco. Ce lundi 5 juin, Barbara Cassin était l'invitée de la Fondation Prince-Pierre pour une conférence sur le thème « Exposer une idée ». Médaille d'or du CNRS et membre de l'Académie française, cette philosophe tente de véhiculer ses pensées différemment. Si certains sont habitués à faire des interventions orales ou écrites, Barbara Cassin a elle choisi de présenter ses idées par le biais d'expositions dans des musées. Une approche, c'est vrai, originale et contemporaine que de nombreux spectateurs ont pu découvrir hier soir au Théâtre des Variétés. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, la mission pour la transition énergétique proposait un échange sur le thème « Devenez acteurs du changement ». Une rencontre dédiée aux adhérents et aux ambassadeurs du pacte national. Un reportage de Vanessa Dessy sur des images d'Olivier Bonello. Ils étaient une soixantaine d'adhérents et ambassadeurs du Pacte national pour la transition énergétique. Plusieurs échanges consacrés au développement durable. L'objectif était d'appréhender des différents enjeux au quotidien. Alors comment devient-on acteur du changement aujourd'hui ? Les grands changements, il faut que chacun se les approprie. Donc il ne suffit pas, il faut, mais il ne suffit pas d'avoir une volonté politique, et c'est celle du gouvernement princier de mettre en place cette transition énergétique. Il faut, si l'on veut relever le défi climatique, que l'ensemble de la communauté monégasque s'en empare. Je pense que la prise de conscience, elle est parfaitement là. Maintenant, le sujet, c'est vraiment changer nos habitudes. Et ça, c'est compliqué, c'est difficile, ça demande clairement au-delà de la prise de conscience, ça demande un effort. Donc il faut en permanence faire la pédagogie, expliquer, accompagner.
La principauté s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55% à horizon 2030 par rapport à 1990. Mobilité, traitement des déchets et énergie du bâtiment, la mission pour la transition énergétique a dressé en ce sens une feuille de route afin de déployer de multiples solutions. Celle qu'on est en train particulièrement de promouvoir aujourd'hui, mais il y en a tellement d'autres, c'est Klaxit, le covoiturage, parce que vraiment, il est en train d'exploser. Donc une mobilité partagée, je dirais, pour diminuer le trafic sur nos routes. Et où, en cette journée mondiale de l'environnement dédiée au plastique, ma consigne, qui est une solution pour éviter les contenants à usage unique. Les résultats attendus sont la capacité à mettre en œuvre des actions concrètes liées au développement durable. Le message de la mission pour la transition énergétique est de continuer à bousculer nos habitudes pour une planète plus propre. Et c'est pour préserver justement l'environnement que le Green Shift Festival a été créé à Monaco sous l'impulsion de la Fondation Prince Albert II. La première édition se tiendra donc du 7 au 10 juin, tous les soirs de 19h à 20h30 sur la promenade du Larvoto. Pensé comme un lieu d'échange et de réflexion en plein air, ce festival va réunir des personnalités engagées, parmi elles Magali Payan, experte en mobilisation citoyenne, fondatrice du mouvement On est prêt et présidente d'Imagine 2050. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être à nos côtés. Juste avant de prendre la parole pendant le Green Shift Festival, on va évidemment parler dans quelques instants plus précisément de la teneur de votre intervention. Mais tout d'abord, un mot sur le but concret de ce festival. Ce festival du Green Shift, il a pour vocation à repenser demain parce qu'aujourd'hui, on arrive à la fin d'un modèle de société, on arrive à la fin d'un paradigme et il y a un énorme enjeu à inventer un nouveau modèle de société, un nouveau modèle de civilisation et à le faire collectivement. Et donc, pour ça, on a besoin de se rassembler, d'être dans ce travail collectif, justement, pour réactiver nos imaginaires. C'est la catégorie, vous venez d'en parler, Repenser demain, dans laquelle vous intervenez avec de nombreux autres intervenants. Par quel biais cela peut passer? Justement, c'est en sensibilisant la population, c'est en mettant des projets un petit peu à l'ordre du jour. Voilà, comment repenser notre avenir? Comment repenser un avenir? Déjà en comprenant l'environnement dans lequel on vit, donc en comprenant quelles sont les frontières planétaires, quelles sont les grandes lois de la nature. Et donc, ce qu'on propose avec Imagine 2050, c'est de repenser demain en s'appuyant sur la théorie du donut de Kate Raworth, qui imagine donc un donut avec en son extérieur les 9 frontières planétaires, parmi lesquelles le climat, la biodiversité, les océans, et dans le centre du donut, le plancher social nécessaire pour vivre dignement. Et donc, notre enjeu, ça va être de réunir des scientifiques, des artistes, des penseurs, des faiseurs, pour imaginer à quoi ce monde de demain pourrait ressembler dans le meilleur des cas. Et à quoi il pourrait ressembler justement dans le meilleur des cas, Magali? Ça nécessite effectivement de changer de trajectoire, de sortir du business as usual, de sortir du scénario qui dit que la technologie pourrait nous sauver. Et en fait, ça nécessite de se reconnecter à ce qui est essentiel, à savoir une société du soin, une société des liens, une société de l'être plutôt que du paraître. Et ça nécessite aussi de réviser ce terme de sobriété, de réviser vraiment ce qui nous rend heureux et ce qu'est la réussite sociale. Et donc, de sortir de cette croyance que c'est la consommation qui fait notre bonheur. Vous venez de parler de sobriété, je pense forcément aussi à la sobriété énergétique, à la transition énergétique. Ce sont des valeurs chères à la principauté. Comment les entreprises vont-elles parvenir à cette transition énergétique du mieux qu'elles le peuvent? Ce qu'on fait avec Imagine 2050, c'est qu'on accompagne les leaders culturels justement à comprendre ces grands enjeux de société et accompagner la transition, la métamorphose du monde au sens large, donc énergétique, mais pas seulement. Et notre objectif avec Imagine 2050, c'est de les aider à transformer leur récit. Et donc, quand je dis qu'on accompagne des grands leaders culturels, c'est aussi bien les artistes que les journalistes, les publicitaires, les grands patrons de chaînes de télé, ceux qui produisent des jeux vidéo, les éditeurs, etc. Et donc, l'objectif, ça va être justement de les aider à prendre conscience de ce qui se passe en termes de dérèglement climatique, d'effondrement de la biodiversité, et de traiter les sujets en ayant cette conscience-là
et également en commençant à ouvrir ces voies justement du Nouveau Monde. Un mot également, Magali, sur le mouvement On est prêt, dont je pense vous allez largement parler durant ce festival. En quoi consiste-t-il concrètement ce mouvement ? Ce mouvement On est prêt, c'est un mouvement de mobilisation citoyenne que j'ai lancé en 2018 pour inviter massivement les citoyens à protéger le vivant et la justice sociale, à construire ce nouveau monde respectueux du vivant et de la justice sociale. Et donc notre objectif, c'est de coordonner des sachants, des scientifiques, des experts, des lanceurs d'alerte, avec des artistes qui sont leurs haut-parleurs, qui sont les haut-parleurs de leur message, et puis des faiseurs sur le terrain, donc des activistes, des entrepreneurs sociaux et des ONG. Et pour vous donner des exemples très concrets des campagnes de mobilisation qu'on a menées, eh bien, par exemple, en 2018, on a réuni 130 influenceurs qui ont mobilisé pour le climat pendant un mois. Et le dernier défi de ce mois pour le climat, c'était de soutenir l'affaire du siècle, ce procès contre l'État pour inaction climatique qui a recueilli plus de 2,3 millions de signatures soutien. Dernière question, le Green Shift Festival est organisé avec la Fondation Prince Albert II. Quel regard portez-vous justement sur l'engagement du souverain et de sa fondation ? Je suis très admirative de tout ce que fait le Prince et la Fondation. Il y a cette envie d'apporter des solutions et d'inviter tout un chacun à l'action. Et donc, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans la même grande famille. Merci beaucoup à vous pour votre présence sur Monaco Info et bon festival pour demain. Merci. Et je vous rappelle que le Green Shift Festival débutera demain pour 4 journées d'échanges intenses autour de la santé planétaire. Rendez-vous promenade du Larvoto, côté Rose des Vents pour cet événement gratuit. On reste justement du côté du Larvoto où les artistes qui participent à Young Paint sont en plein travail. Le compte à rebours est en effet lancé à J-1 des enchères de leurs œuvres. Elles seront vendues mercredi soir au profit de la Fondation Prince Albert II. Sandrine Nègre et Lionel Bernardi se sont rendus sur place. Des créations artistiques pour participer au financement d'un projet environnemental soutenu par la Fondation Prince Albert II. Le festival Street Art You Paint est une belle illustration de la solidarité dont font preuve les artistes pour le bien de la planète. On est arrivé à faire la première édition grâce à M. Bernard Fortier qui nous a aidés avec la Fondation pour laquelle nous disons toujours on donne tous les bénéfices de notre vente aux enchères. La chose principale, c'est que pour la vente aux enchères, dès demain matin, il y aura déjà sur le site de l'hôtel de vente de Monte-Carlo, qui gère la vente, on devrait avoir toutes les œuvres terminées, donc présentées au public, aux collectionneurs. Et les artistes ont répondu présents. Ils viennent d'un peu partout. Hama Woods et Martin Watson de Norvège, Yena Cruz d'Italie et des États-Unis, Lou Lagos d'Espagne, tout comme Monday Vane, Workerski du Royaume-Uni, Lord Anthony Khan. Après avoir œuvré place du Palais pour le centenaire du prince Régnier III il y a quelques jours, le monégasque Mr. Wenties est aussi présent ici. Autres francophones, les Suisses One Truth, Railsea et Stom 500. Nilsson arrive quant à lui de France, du Pays Basque précisément. Pour cette création, j'ai essayé de faire un hommage un peu à Picasso en faisant... Lui, il avait fait les baigneuses de Biarritz, et vu que je suis de Biarritz, j'ai fait les baigneuses de Monaco. J'ai essayé d'intégrer les buildings, le drapeau monégasque. Si on regarde, on découvre plein de petits détails qui font allusion à Monaco. Je voulais bosser sur la thématique du offline. On est clairement dans une époque et dans une ère de la vie où être offline, c'est devenu le luxe le plus grand qu'on peut avoir, je pense. Autant pour nous que pour notre entourage. On est au bord de la mer, donc j'avais envie de peindre un univers en tout cas marin. Donc là, c'est un poisson qui transporte un crabe et qui est un petit peu accompagné avec des méduses. Ce qui est sympa, c'est que du coup, c'est un festival, donc forcément, c'est un lieu de rencontre aussi entre nous en tant qu'artistes. Des artistes qui assisteront bien sûr à la vente aux enchères mercredi à 18h. Avis aux plus jeunes aussi, le festival Street Art est également pour eux grâce au concours proposé jusqu'à demain 11h30 par les organisateurs et la mairie. Une vente aux enchères qui risque d'être accompagnée de pluie. Nous avons en effet de mauvaises nouvelles à vous annoncer concernant vos prévisions météo. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Des orages sont à prévoir sur le territoire. Les températures resteront douces de 17 à 21 degrés. Le soleil se lèvera à 5h47 et se couchera à 21h10 et nous fêterons les Gilbert.
Pour refermer ce journal, nous vous faisons découvrir les clichés de Stéphane Dana lors de la première édition de la Mounegou Cup. Cet événement sportif a réuni, je vous le rappelle, au stade Louis II, 280 écoliers monégasques représentant 32 équipes. Un bon moment autour des valeurs du sport pour ces enfants, vous le verrez, plein d'énergie. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau point complet sur l'actualité de la Principauté. Belle soirée à vous.